Attaque de Tadej Pogacar. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Attaque de Tadej Pogacar. À plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez Lucas, aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast débrief de la Vuelta. On s'était laissé après 2 semaines de course, il y avait pas mal de choses à dire. Alors une semaine plus tard, il y a encore plus de choses à dire, il y a encore pas mal de choses à dire. Forcément, pour en parler, mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël est avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, je le disais, on avait débriefé la Vuelta après 2 semaines de course, on avait du sportif et puis surtout de l'extra sportif, j'ai envie de dire malheureusement. C'était encore plus le cas à la fin de cette Vuelta avec surtout de l'extra sportif, ça va être un petit peu la ligne directrice de ce podcast débrief de la Vuelta. On va forcément parler de la victoire de Vingegaard, du podium de Pidcock, des autres enseignements de cette Vuelta, mais on va commencer comme on l'a fait sur le podcast après 2 semaines de course, mais sur cette fin avortée du Tour d'Espagne avec le dernier jour à Madrid et la dernière étape qui a été avortée tout simplement. Il n'y a pas eu de fin comme on a l'habitude à Madrid avec cette procession. Oui, les organisateurs, ils ont essayé jusqu'au bout d'aller à Madrid. Malheureusement, on le savait que c'était compliqué. Je crois que dans le podcast précédent, on parlait des rumeurs déjà à l'époque. On avait des interrogations. Ouais, voilà. Puis on avait déjà les rumeurs de l'époque qui disaient que ça s'arrêterait le samedi soir. Donc à l'arrivée au sommet, c'était le. Alors il faut que je retrouve. C'est Bola del Mundo. Voilà, Bola del Mundo. Merci beaucoup. Et puis au final, les organisateurs ont essayé jusqu'au bout d'aller à Madrid et ils n'ont pas réussi avec une manifestation qui a empêché les coureurs d'aller plus loin. Que dire, de toute façon ça paraissait logique en fait, dans tous les cas. En plus ils ont eu le soutien du Premier ministre espagnol qui a fait plusieurs déclarations, notamment une en disant qu'il justifiait à raison que voilà, les manifestants palestiniens bloquent le peloton de la Vuelta. Donc à partir du moment il a parlé de son admiration pour les manifestants. Ouais, exactement, voilà, c'était vraiment le terme exact, bien joué, c'est ça. Et donc voilà, quand on parle d'admiration et qu'on a le soutien du Premier ministre espagnol, évidemment c'est difficile de faire face à ça en plus. Donc je pense que la bonne décision a été prise de ne pas aller plus loin. Dans tous les cas, moi je pense qu'ils auraient presque pu faire l'impasse sur cette étape-là, sachant que ça allait être très difficile. Ils ont essayé jusqu'au bout. Ce qui était dommage, c'était les podiums. Après, ça donnait des images assez sympas. Tu pourras peut-être le dire juste après, mais c'est vrai que voilà, on a vu des images où en fait ils sont sur un parking à Madrid, en train de faire un petit podium de fortuite comme ça. C'est assez drôle. Sur des glacières à la Marcelo Bielsa, un petit peu. C'était très sympa et on a retrouvé un semblant de cyclisme vrai, ou en tout cas on a retrouvé un petit peu ce qui fait le cyclisme d'en bas, si vous me permettez l'expression, si vous êtes des cyclistes qui évoluent au niveau amateur. Mais c'est vrai que en fait ils ont essayé, alors toute la semaine ça a couru, on a eu dès le début de la 3e semaine pour l'étape du mardi une étape remportée par Egan Bernal avant même que ça arrive au sommet, puisqu'il y avait des manifestations au sommet de la petite bosse à Castro de Herville. On a eu une arrivée qui a été donnée à 8 km de l'arrivée prévue, avec Bernal au sprint. Bernal qui devient d'ailleurs le seul coureur à remporter 3 étapes dans chaque grand tour, enfin une étape dans chaque grand tour, une étape raccourcie dans chaque grand tour. Alors le Tour d'Italie, je l'ai plus en tête parce que j'avais vu la stat, mais le Tour de France, on se souvient que c'était la fameuse étape de 2019 avec Thibaut Pinot qui abandonne et après il y a eu l'orage derrière. On s'en souvient, on avait vu l'étape tous les deux ce jour-là. La journée d'après, le mercredi, avec la victoire de Giulio Pellizzari, c'était pas les manifs, mais c'était le vent qui avait perturbé l'arrivée. C'était allé bien jusqu'à l'arrivée, mais ils n'avaient pas pu installer tout le matos au sommet de l'Alto del Morredero à cause du vent. Le contre-la-montre du jeudi raccourci avec 11 km seulement à la victoire de Filippo Ganna. J'espère Philipsen, l'arrivée à Guirello. Pas trop de problèmes. Et puis Bola del Mundo, à l'approche de la Bola del Mundo, avec la victoire de Vingegaard, ce n'est pas dans l'ascension, même si on a vu des drapeaux un peu partout comme d'habitude, qu'il y a eu des problèmes. C'est à l'approche avec des manifestants qui se sont carrément jetés sur les coureurs qui arrivaient à pratiquement 50 km/h et qui ont voulu empêcher déjà les échappés et puis ensuite le peloton maillot rouge d'arriver. On a vu d'ailleurs des coureurs qui ont été décrochés de groupes maillot rouge parce qu'ils avaient été gênés par les manifestants. Et puis le dimanche, les manifestations monstres en fait sur tout le circuit de Madrid, et malheureusement en fait
on a eu ce qu'on attendait, dans le sens où c'était prévisible. La Vuelta a voulu forcer la chose jusqu'à courir cette dernière étape. Il y a eu ce qu'il devait arriver. On va pas revenir sur les causes des manifestations pro-palestiniennes. On parlera de l'après, parce que là aussi ça va être intéressant de parler de l'après avec l'équipe Israël Première Tech. Juste, ça pose question en fait, où on a quasiment aujourd'hui des manifestants kamikazes qui sont prêts à se jeter sur un peloton. Et autant les causes des manifestations sont complètement compréhensibles, mais vraiment, on rappelle en plus dans un État espagnol qui est l'un des tout premiers à reconnaître l'État palestinien depuis mai 2024, donc la cause pro-palestinienne en Espagne est très avancée par rapport à d'autres pays en Europe, et on sait que la France, dans le courant de ce mois de septembre, doit porter une parole auprès de l'ONU pour la reconnaissance de l'État palestinien. Maintenant, si on en est à avoir des manifestants qui se jettent sur un peloton, en plus sur des coureurs qui soient Israël Première Tech ou non, là par contre c'est une autre problématique, c'est une problématique bien plus sécuritaire qui pose question sur les courses de vélo en elles-mêmes. Oui, j'en ai déjà parlé lors du podcast précédent, mais je vais le rappeler à nouveau pour celles et ceux qui n'ont pas forcément entendu. Mais moi, comme toi, c'est sur le principe de manifester, aucun problème. Après, moi, je suis toujours embêté quand il y a un type qui se lance sur un coureur cycliste qui arrive lancé à 50 km/h. Pour le manifestant, c'est hyper dangereux. Ça peut, j'allais dire, le tuer pas loin, parce que ça dépend quel endroit tu prends. Et je pense que ça peut vraiment être très, très douloureux et ça te met en danger. Et aussi le cycliste, en fait, d'autre part. Après, c'est toujours pareil. Voilà, pour aller dans ton sens et pas vraiment, c'est que oui, ça a gâché cette Vuelta dans tous les cas, parce que c'était une demi-Vuelta, il y a toujours eu des problèmes, c'était compliqué, des arrivées pas au bon endroit, un contre-la-montre raccourci. Je pense, tu vois, si on parle purement sportif, à Joao Almeida, on le mettait peut-être, pourquoi pas, pour renverser la Vuelta. Une fois que tu as mis un chrono à 12, sur 12 bornes, c'était quasiment fini. Et pour aller plutôt dans le sens aussi, revenir sur l'extra sportif, passons quand même à la suite assez vite, dans le sens où je pense qu'il y aura un réel problème pour l'année prochaine, pour beaucoup de courses. Que faire? Parce que ça veut dire que toutes les courses espagnoles, ça va être compliqué à gérer. L'année prochaine, il y a le départ du Tour de France à Barcelone, où c'est maintenu. Certes, il y a pas évidemment, le but n'est pas de dire on va retirer à Barcelone, mais la ville de Barcelone a déjà dit que ce serait maintenu dans leur ville, mais qu'évidemment, eux, ils souhaitaient le retrait d'Israël Première Tech, ou en tout cas que le problème. Ce soit plus sous bannière israélienne. Alors après, le problème, c'est que mais après, c'est un moment, c'est l'UCI, il faut qu'il y ait une décision, parce que le souci là-dessus, c'est que si tu fais rien, tu vas repousser le problème à l'année prochaine, etc. Christian Prudhomme a pris la parole. Pour une fois, ils vont devoir trancher, parce que eux, ce sont les champions pour ne pas trancher à chaque fois et faire de la politique politicienne, l'UCI. Mais il va falloir se mouiller, parce que le départ du Tour de France à Barcelone, c'est la province de Catalogne qui a dit on ne veut pas d'Israël Première Tech au départ du Tour de France, donc ça va quand même poser problème. On sait qu'ils sont là pour plusieurs années, et l'arrivée du Tour d'Espagne l'année prochaine doit être aux Canaries, et c'est là-bas la province des Canaries qui a dit on ne veut pas d'Israël Première Tech, sinon s'ils y sont, nous on refuse de faire l'arrivée du Tour d'Espagne. Donc là ça va devenir très problématique. Il y a pas mal de courses en Espagne, notamment en début de saison. Comment ça va se passer dès le mois de janvier pour les courses de reprise? Est-ce que tout le monde va s'exiler en Australie? Moi, je me pose beaucoup de questions. Et puis, que va faire le Tour de France? Tu vois, si même le Tour de France en vient à être chamboulé à cause de ça... Non, mais même toutes les courses, parce qu'en fait, tu parles de classique flandrienne, ardennaise, pourquoi, tu vois, il y aurait pas de souci là-bas non plus. Ça pourrait se réveiller en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Italie, partout. Exactement. Alors après, l'autre souci que j'ai, moi en fait, il y a deux trucs aussi là-dessus, c'est que j'ai aussi beaucoup entendu les coureurs. Il y a beaucoup d'interviews qui sont sorties en Suisse, en France, ailleurs. J'en ai lu pas mal. Stéphane Kung, Bruno Armirail, par exemple, notamment, pour citer que eux, mais il y en a beaucoup d'autres qui disaient, en fait, nous, on se retrouve un peu pris en otage en fait dans cette affaire, parce que Bruno Armirail disait qu'il avait reçu des bouteilles. Stéphane Kung avait dit aussi qu'il avait été, en gros, pris à partie, alors que lui, il court chez FDJ. Enfin, je veux dire, entre guillemets, il n'y a rien à voir dans cette histoire. Et en fait, il y a ce côté-là où en fait, t'as tout ce qui se mélange. Et autre problème pour moi aussi, c'est que donc la manifestation, moi, il y a
quand c'est pacifique, pas de problème. Le souci, c'est qu'il y a aussi le côté, ça y est, c'est la première fois que ça se passe. Est-ce que demain, s'il y a un autre fait divers, je ne sais pas, dans un tel ou tel pays, telle usine qui ferme, comme Christian Prudhomme le disait, dans les années 20, quand une usine fermait, ça a bloqué la route. Enfin, est-ce qu'on n'est pas à l'aube de quelque chose aussi où constamment maintenant, dès qu'il y aura quelque chose, une revendication, maintenant, en fait, les gens savent ce qu'il faut faire, en fait, t'as l'impression pour être entendu. Est-ce que c'est parce que, alors là, c'est l'image de la société. Après, on l'a vu au Tour de France dans le violente. passé avec des manifestations d'agriculteurs. Oui, bien sûr, mais je dis pas qu'il y a que les pro-palestiniens ou c'est agriculteurs, les fermetures d'usines. Non, mais on l'a déjà vu, je veux dire, les manifs comme ça, notamment au Tour de France. Est-ce qu'on en aura beaucoup est-ce qu'on en aura beaucoup plus? Est-ce que ça va carrément choper les coureurs? Enfin, est-ce que ça va être on arrive quand même au-dessus. Alors après, moi, l'UCI, il faut prendre une décision. On en a déjà parlé dans le podcast précédent, ce qui s'est passé avec l'équipe Gazprom en Russie. Il y a une jurisprudence avec Gazprom. Exactement, mais bon là c'est une équipe World Tour aussi, c'est différent par rapport à Gazprom. Voilà, on va voir ce qui va se passer maintenant. C'est super difficile à juger parce qu'encore une fois on est sur un conflit, donc une guerre au Moyen-Orient. Malheureusement c'est pas prêt de s'arrêter. Ça a des répercussions mondiales, c'est un conflit qui a des répercussions mondiales. Il y a la politique qui s'en mêle, il y a, voilà, donc c'est hyper complexe et je pense que là le vélo, vu que ça se court en extérieur, pas dans un stade en plus, c'est beaucoup plus difficile de sécuriser tout ça et ça met, je pense, il faut prendre une décision parce que je pense que malheureusement ça peut mettre en danger le sport et pour l'UCI le produit, quoi, si on parle en termes purement commerciaux pour l'UCI. Sur les courses en circuit maintenant ça va poser problème parce que Madrid était une course en circuit, le contre-la-montre était une course en circuit dans le sens où il l'avait protégé et il y a quand même eu des coureurs qui ont été gênés. Voilà, en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans la gestion du dossier de l'UCI par rapport à Gazprom, entre Gazprom et là Israël Première Tech. En tout cas, on est au début du problème avec Israël Première Tech. Je l'avais dit aussi dans le podcast d'avant. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Deezer, Apple Podcast et Spotify, ainsi que la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Moi, je me pose une vraie question pour la suite et sur la sécurité. Ah oui, mais moi je pense que je suis coureur aujourd'hui, je suis plutôt inquiet. Surtout que, plus, après, les coureurs qui courent chez Israël, alors après... Encore une fois, il y en a certains, ils pourraient dire, dans ce cas, ils ont qu'à plus courir, faire grève, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, je pense à des coureurs, par exemple, Mathieu Riccitello, qui est américain. Je pense qu'il a un avis peut-être tranché là-dessus aussi. Et puis, je veux dire, si lui, il court parce que c'est son employeur et qu'en soit, il y a ceux qui courent chez UAE, chez Bahreïn, etc. Il y a d'autres soucis aussi. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, il y a des équipes aussi qui, tu vois, c'est pas les mêmes problèmes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça aussi. C'est de leur côté, eux, ils voient, je cours pour moi aussi, mais aussi pas forcément pour cette équipe, dans le sens pour le pays, quoi. Eux, c'est vrai que le vélo n'est plus identifié en termes de pays, à part au championnat du monde. Donc en fait, pour eux, ils courent entre guillemets pour une entreprise de première tech, tu vois, où ils courent pas vraiment, je pense, pour Israël. Après, le problème, c'est que cette problématique a changé de dimension pendant le Tour d'Espagne, où tu as le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a clairement pris parti. En plus, ça c'est vrai, oui. En parlant de l'équipe, Sylvain Adams qui a clairement, qui est le propriétaire de l'équipe Israël Première Tech, et Netanyahou a derrière pris parti encore plus, fait et cause pour l'équipe Israël Première Tech qui fait la fierté d'Israël, etc., etc. On sait aussi que toute équipe qui porte le nom d'un pays, c'est une manière pour le pays de se mettre en avant et de faire sa propre pub et sa propre promotion. C'est le cas pour toutes les équipes UAE, Bahreïn. Et Israël Première Tech aussi, d'ailleurs, au passage, quand ils sont arrivés. Astana qui pour le Kazakhstan. Ouais, tout à fait. Voilà, Israël Première Tech, c'est clairement l'équipe qui représente la nation d'Israël sans être l'équipe nationale d'Israël. Donc voilà, là la question va être très problématique pour la suite. On a fait une bonne ouverture de podcast dessus, on a aussi rappelé un peu ce qu'on avait dit lors du dernier podcast. Mais voilà, il y a eu une 3e semaine qui a été très dense en termes d'extra sportifs. Et malheureusement, c'est ce qui rend triste cette Vuelta et cette victoire de Jonas Vingegaard, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors pour revenir sur le sportif, il n'y a pas eu trop de surprises au final. Il y a la seule inconnue qu'on avait vraiment. Alors Vingegaard qui remporte la Vuelta, on l'avait dit, presque annoncé au départ, c'était l'ogre. Et puis il y avait pas. On voit qu'il n'a pas de concurrence parce que même si. Je répète ma formulation, FP. Je te coupe. Il n'y a pas un monde où Vingegaard est battu par la concurrence et notamment Almeida, sauf si crevaison, chute ou abandon, quoi que ce soit.
Ouais, exactement. Et puis en fait, on l'a vu, parce que j'ai pas l'impression qu'on avait un grand Jonas Vingegaard sur cette Vuelta. Il s'est beaucoup économisé. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus tactique. Que vraiment, il s'est enflammé, quoi. Après, c'est pas le style de la maison, mais voilà. Almeida, il m'a un poil un peu déçu sur la dernière semaine quand même. J'ai pas trouvé si fort que ça. En tout cas, il est dans son style habituel. Il n'a pas passé ce cap qu'on pouvait penser. Et puis au final, c'est Tom Pidcock qui surprend parce que voilà, il est sur le podium d'un grand tour. Et puis devant Jay Hindley, Richitello et Pilizzari qui ont fait aussi une bonne Vuelta. Donc la surprise vient plutôt de là qu'un Tom Pidcock qui a réussi à tenir. C'était juste quand même sur la fin, mais ça a tenu. Donc franchement, surpris par Tom Pidcock et c'est ce que je retiendrai de cette Vuelta. En fait, il y a quelques quand même belles surprises et je pense qu'en numéro 1, on peut mettre Tom Pidcock. La surprise numéro 1, Tom Pidcock, 3e de la Vuelta. Est-ce qu'il fait 3e grâce aux étapes raccourcies? Je pense que ça a dû jouer, j'imagine. Après, il y a 30 secondes d'écart à la fin sur Jay Hindley, 4e. Bien sûr, après ça a dû jouer, mais au-delà de ça, Tom Pidcock, quand on voit le parcours de la Vuelta, c'était quand même un parcours toujours très très difficile, donc ça veut dire qu'il a quand même fait des gros progrès, parce qu'il finit 3 ou 4, ça change pas grand-chose dans la vie qu'on aurait sur lui. C'est qu'il a vraiment passé un cap sur les grands tours. Après, on sait que le Giro et là, le Tour de France, c'est d'autres concurrents. Oui. Il y a une autre manière de courir. Donc voilà, la Vuelta, ça passe toujours un peu n'importe comment. J'exagère un peu, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu la réalité, quoi. C'est que tu as toujours une ou deux surprises dans un top 10 ou voilà, quelqu'un qui se révèle, puis tu as des coureurs fatigués qui arrivent en fin de saison. Donc il faut toujours mettre dans le contexte, mais ça reste prometteur parce que Pidcock était sur quelques échecs quand même dans ses. Mais le Giro, 16e. Le Giro notamment. Il passe totalement au travers de son Giro. Il était clairement venu pour le général. Voilà, donc moi je trouve que il faut retenir ça et c'est bien joué de sa part et voilà, Q36.5 qui fait un podium également, l'équipe suisse. Ouais, équipe invitée en tout cas, équipe invitée puisque c'était pas une équipe World Tour. Q36.5 qui valide le recrutement de Tom Pidcock. Tom Pidcock qui valide aussi son départ dans une équipe Q36.5 où on se disait mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, lui qui était chez Ineos l'année dernière. Il veut être patron, il a été patron et finalement son année elle est top. Il démarre, alors on va la refaire parce que quand tu regardes ses résultats, il y a une énorme régularité. Il est top 10 mondial actuellement, vainqueur de la Lula Tour en Arabie Saoudite au début de saison. Bon, là tu te dis avec 2 victoires d'étape, bon ok. Derrière la Ruta del Sol en Andalousie, il fait 3e avec une victoire d'étape. Il fait 2e d'Estrade Bianche, 6e de Tirreno. Le triptyque ardennais, il fait 9e de l'Amstel, 3e de la Flèche, 9e de Liège-Bastogne-Liège. Avant d'aller sur le Giro, il débute bien ce Giro avec une 5e place lors de la première étape en Albanie. Il va faire quelques petites placettes, mais il fait 16e du général en ne réussissant pas à passer ce cap, notamment en haute montagne sur les étapes de haute montagne. Il reprend ensuite fin juin avec la classique en Andorre, là où il fait 10e, mais surtout 2e du Tour de Norvège et derrière 3e du Tour d'Espagne. Bon, Tom Pidcock est encore en termes de j'allais dire complémentarité, non, c'est pas du tout le mot, mais en termes de profil complet, c'est assez incroyable. On n'oublie pas qu'il a été champion olympique de VTT il y a 1 an à Paris, qui brille en cyclocross, qu'il a un palmarès dingue. Et il se retrouve 3e de la Vuelta. En termes de coureur complet, on parle beaucoup de Mathieu Van Der Poel, on parle beaucoup de Tadej Pogacar, même si Pogacar n'a pas brillé sur d'autres. Non, mais n'a pas brillé sur d'autres disciplines que le cyclisme sur route. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui, parce que Pogacar entre les classiques, les pavés et la montagne, il est très fort sur ça. Mais en termes de multidisciplinarité, désolé, je suis en train d'inventer des mots, mais non, c'est incroyable ce que fait Pidcock là, ce podium sur un grand tour, c'est incroyable quand même. Ah, je suis d'accord, et puis ça sera à suivre l'année prochaine, savoir s'il y a une confirmation ou pas, et puis quelle est sa stratégie en fait, parce que alors oui, puis Pogacar fait tout, mais est-ce que Pidcock est capable de tout faire également? Ça, c'est la question, parce que évidemment cette année on a vu qu'il a fait des belles performances, mais voilà, on peut être aussi un peu plus exigeant en disant que peut-être qu'il peut faire mieux que 9e place à Liège, 9e place à l'Amstel par exemple. Donc voilà, c'est peut-être le cap à franchir, c'est de faire encore des meilleurs résultats l'année prochaine et de rester à ce niveau peut-être sur les grands tours. Et est-ce qu'il peut faire un podium au championnat du monde au Rwanda avec la forme qu'il a? Bon, il sera peut-être un peu cramé. Bon, on en parlera dans le podcast championnat du monde, mais ouais, je suis vraiment convaincu. Le petit teaser pour le podcast championnat du monde. Bon, on a parlé de Tom Pidcock, il y a Richitello qui
qui est une belle surprise. 5e, il signe chez Decathlon AG2R, c'est officialisé au lendemain. CMA CGM, il va l'arrivée. falloir que tu t'habitues. Decathlon CMA CGM, oui, Decathlon AG2R c'est cette année, mais Decathlon CMA CGM pour l'année prochaine, en effet. Merci, sinon on va se faire taper sur les doigts. D'ailleurs, il termine devant Félix Gall, Decathlon AG2R. Ah, lui, il s'est effondré par contre, parce que lui était top 5, je crois, fin de deuxième semaine. Ouais, il était 5e. Et puis là... On se dit que les efforts du Tour de France ont bien pesé sur les jambes de Félix Gall en 3e semaine. Ouais, ça joue pas à grand chose quand tu vois qu'il est à 5 secondes de la 7e place, il est à quasiment 25 secondes de la 6e, de Pellizzari qui lui s'est effondré sur la dernière étape, mais qui était forcément là pour aider Jay Hindley. Ouais, qui a une victoire d'étape. Qui a une victoire d'étape. Non, franchement, il y a des coureurs qui ont. Riccitello fait partie aussi des surprises, malgré tout. Top 5, j'aurais pas misé sur un top 5 de Riccitello sur cette Vuelta. Voilà, Jay Hindley, un peu décevant parce que lui, je le voyais plus sur le podium. Toi aussi, je crois, il me semble, là, quand on a fait le podcast deuxième semaine. Donc, ouais, voilà, moi, je trouve que. Après, le top 10, il a de la gueule. Surprenant aussi Thorstein Train de la Bahreïn, oui, alors, qui reste là aussi. Thorstein Train, il fait 9e du général. Il prend le maillot rouge en début de Vuelta parce qu'il prend une échappée à un moment donné, mais je regardais tout à l'heure et ça m'a surpris, je pensais qu'il avait pris plus d'avance grâce à son échappée. Non, il avait pris que 3 minutes sur le groupe des favoris. Sans ces 3 minutes, il perd à peine la 9e place au profit de Matteo Jorgensen, mais il est quand même dans le top 10 à l'arrivée, donc ça veut dire qu'il avait de sacrées jambes quand même. Ouais, et puis tiens, on en parle peu et même pas beaucoup gens en parlent, mais je note quand même que la Cara Rural envoie 2 coureurs dans le top 15. Abel Baderstone, qui est un coureur qui est assez connu, quand tu suis un peu le vélo, qui est plutôt effectivement un bon grimpeur, et Jaume Guardino, que je connaissais pas, voilà, qui fait 14e. Et je tiens à le dire parce que voilà, c'est des équipes qui sont petites, qui n'ont pas beaucoup de budget, mais je trouve mettre en avant ces coureurs-là qu'on reverra, j'imagine, plus haut, parce que quand on fait une performance comme ça, on reste rarement à la Cara Rural, même avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, mais ça a noté quoi. Et Balderstone qui est sélectionné avec l'équipe d'Espagne pour les championnats du monde au Rwanda par Alejandro Valverde, le sélectionneur espagnol. C'est tombé après la Vuelta, donc il profite de sa bonne forme aussi. Balderstone qui cette saison, il avait fait la route d'Occitanie, mais 62e de la route d'Occitanie, 4e du Tour de Turquie au mois de mai, voilà, pour le coureur de la Cara Rural qui a 25 ans, réalise tout simplement le plus gros résultat de sa carrière, un top 15 sur la Vuelta à domicile. Juste, on parlait de Jay Hindley et Pellizzari en avant Vuelta. Souviens-toi à Red Bull Bora, notamment avec l'arrivée des Venepool. Alors apparemment Primoz Roglic qui est annoncé sur le départ, Primoz Roglic qui pourrait rebondir peut-être à la Movistar, Lidl Trek j'avais entendu dans le lot. Moi j'ai vu Movistar, écoute. Movistar, donc voilà, on va voir pour Primoz Roglic, mais dans la hiérarchie des coureurs du général, Pellizzari et Hindley étaient clairement annoncés sur cette Vuelta, alors surtout Hindley en leader, mais Pellizzari s'est un peu effondré en 3e semaine. Est-ce que toi ça te pose question sur la suite et sur la capacité de Pellizzari à passer un cran, passer un cran au cran supérieur? Non, parce que il faut pas oublier que c'est un très jeune coureur qui fait quand même 6e de Giro cette année, son principal objectif, et puis il remporte une étape sur la Vuelta, il fait donc 7e, attends, j'ai plus le classement en tête, oui 7e, 6e pardon aussi de la Vuelta. Il fait 6e en perdant la 5e place. Voilà, mais franchement non, moi au contraire, moi je trouve que c'est une année de la révélation pour Pellizzari. Faut pas oublier, voilà, l'âge qu'il a, c'est quand même pas rien. Il a seulement 21 ans. 21 ans, il y a 2 ans, il courait le Tour de l'Avenir face à face à Del Toro, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc non, franchement, non, moi je suis assez bluffé. Et au contraire, moi je trouve qu'il se révèle justement, et il a fait la Volta que j'attendais de lui, parce que remporter une étape, faire top 10, en tout cas 6e, et voilà, rater le top 5 à la fin, là, vraiment la fin. Le job est fait. En plus, il courait pas pour lui, il courait pour son leader Jay Hindley. Donc, non, franchement, très bonne note. Moi, tu vois, ça serait. S'il fallait mettre des notes, ce serait dans mon top 3, top 4 des notes, je pense, Pellizzari, parce qu'il a fait le job. Bon, je suis un petit peu dur avec Pellizzari, c'est vrai, 21 piges. Il y a 2 ans, il perdait le Tour de l'Avenir face à Isaac Del Toro, qui est incroyable sur cette fin de saison. Notamment en Italie, on en parlera dans le podcast des championnats du monde à venir dans quelques jours, dans Vélo Podcast. Juste rapidement, la question Vingegaard d'Almeida pour la victoire de ce Tour d'Espagne, avec le podium magnifique sur les glacières à Madrid après l'arrivée, sur le parking d'un hôtel. Est-ce que ça veut dire réellement quelque chose, cette victoire de Vingegaard et la 2e place de Joao Almeida? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur Vingegaard, peut-être plus quand même, sur sa capacité à être tout simplement le plus fort derrière Pogacar sur 3 semaines, et sur Almeida à être en difficulté pour passer un cran justement supérieur, qui est maintenant de remporter un grand tour, même face à Vingegaard?
En fait, clairement, il y a quand même une hiérarchie au niveau mondial aujourd'hui. C'est que Pogacar est tout seul dans son univers. Vingegaard est dans un autre univers, mais tout seul également. Et après, derrière, tu as le reste. Et Almeida fait peut-être partie du meilleur des restes, tu vois. Donc, c'est difficile parce qu'Almeida, quand même, je trouve qu'il y a quand même un monde d'écart avec Vingegaard. Et face à Pogacar, il y a deux galaxies, quoi. Donc, ouais, je trouve que le statut est respecté et que une 16 c'est plutôt bien payé, et je pense que c'est payé aussi dans le sens où il y a eu les étapes raccourcies, étapes recoupées, etc. Et que Vingegaard aussi a pas été... En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il a gagné, j'allais dire en marchant, tu vois l'expression, c'est un peu de ce style-là. Ouais, et puis j'ai pas l'impression qu'il s'est vraiment donné à fond, j'ai jamais senti réellement en danger. Enfin, tu vois, il y a aucun moment où Vingegaard avait pas la main, quoi. Et ça qui est frustrant, je pense, pour Almeida, parce que Almeida avait l'air d'avoir une bonne forme. Et clairement, voilà, c'était pas possible, quoi. Il fallait une chute, comme tu as dit, ou une crevaison à un moment clé. Et encore, même, je pense qu'une crevaison, tu aurais pu t'en sortir avec Vingegaard. Donc voilà, c'est... Tu crèves au pied de la Bola del Mundo avec les voitures ouais, alors, bloquées par les manifestants. Voilà, ça, c'est clair. Mais non, mais évidemment, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, franchement, même toi, en regardant, avoue que jamais tu t'es dit peut-être que... Non, moi, jamais j'ai eu ça. Non, mais connaissant le logiciel de Vingegaard maintenant, quand Almeida remporte l'Angliru, Vingegaard doit se dire tiens, il est quand même plus fort que ce que je pensais, et même sur une étape de l'Angliru qui m'était promise, il arrive quand même à me mater, et je vais peut-être m'en méfier. Vingegaard, il s'est avalé le Tour de France. On rappelle que Almeida n'avait pas couru depuis son abandon sur chute au Tour de France. Il n'y a pas eu de course de préparation, donc préparation un petit peu tronquée pour aussi le Portugais. Peut-être que ça joue en 3e semaine. En attendant, Vingegaard, il a dû se dire bon, attends, j'ai maillot rouge, il va quand même falloir que je fasse attention, parce que moi je suis pas à l'abri peut-être d'une défaillance, même si on sait que ils sont ultra précautionneux à la Visma. Alors apparemment il avait un virus, il était malade, bien malade en début de 3e semaine. Donc écoute, j'aimerais bien être malade et faire vainqueur de la Vuelta. Mais en attendant, quand on connaît le logiciel de Vingegaard, on sait qu'ils sont au millimètre près et qu'ils font attention à tout. Donc je suis quand même pas surpris par cette manière de rouler à l'économie sur un 2e grand tour en à peine 2 mois. Non, ça c'est vrai. Et puis, mais après, voilà, Vingegaard a remporté son grand tour, et puis il n'aura pas une année si compliquée. Voilà, il a affronté un Pogacar encore stratosphérique. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus, donc je pense que voilà, il faut qu'il ramasse aussi un peu de quelques lauriers. Il le mérite cette année aussi, Vingegaard. Est-ce que parmi les Français ou les sprinteurs, alors on n'a pas vu les sprinteurs briller en 3e semaine, mis à part j'espère Philipsen, du coup dans ce qui est l'avant-dernière étape de cette Vuelta, les Français, on a la victoire de David Gaudu, on a Bruno Armirail qui a quand même pris pas mal d'échappées, on a Bru Roland qui a aussi pris des échappées. C'est ça, et Clément Brassens-Avanzo qui crève aussi sur l'étape avec c'est Bernal quand il gagne. Hein, c'est Bernal qui remporte. Après, il n'aurait peut-être pas forcément gagné, mais il avait la bonne roue. Non, après, oui, ce que je retiens des Français sur la dernière semaine, c'est vraiment que ça, en fait. C'est qu'il y a eu des petites révélations côté FDJ notamment. Déçu quand même. Je trouve que c'est positif pour la Groupama FDJ pour la suite, sur l'affirmation de la jeune génération. Ça, c'est vrai, et puis ça leur permet de prendre un peu confiance à un niveau World Tour. Après, juste petite déception rapidement sur les Obisio. Voilà, j'attendais mieux de sa part. Après, il découvre aussi un grand tour. Donc, on va mettre sur le compte aussi de l'apprentissage et de l'expérience. Mais après son tour de Burgos très réussi début août, on pouvait espérer mieux, au moins sur 1 ou 2 étapes, mais malheureusement trop compliqué pour lui. Oui, et puis tu parlais des jeunes de la Groupama FDJ, sur les coureurs qui arrivent l'année prochaine notamment, on a Maxime Decomble qui a brillé sur le Tour de l'Avenir il y a quelques semaines, Matteo Milan, le petit frère de Jonathan Milan qui arrive de l'équipe réserve de la Lidl Trek, et puis voilà, on a toute cette jeune génération de la Groupama FDJ avec les Bru Roland, Clément Brassens-Avanzo. Donc ils ont réussi à se renouveler, et c'est du tout bon pour la suite selon moi, parce que on voit c'est quand même assez jeune, avec Paul Penouet qui s'affirme, qui est quand même aussi très jeune, Lorenzo Germani qui évolue d'année en année, Romain Grégoire qui n'a même pas encore 23 ans, donc voilà, ça arrive, et la relève arrive dans le Groupama FDJ, qu'on a quand même pas mal tensé pendant la saison, notamment au Tour de France, et qui arrive quand même à se renouveler, se réinventer un petit peu avec ces jeunes sur la Vuelta. Là, effectivement, c'est prometteur, et puis après c'est une structure qui est bien mise en place, et que la stratégie il y a quelques années de miser sur la jeunesse, et avec la Conti FDJ, pardon, c'était là parmi les premières qui cartonnaient, ça marche, et ça leur permet de survivre aujourd'hui malgré tout, parce que financièrement ils peuvent plus concurrencer les grosses équipes, donc voilà, en dessous des grosses, et même Decathlon, CMA, CGM. Ah oui, Decathlon, CMA, CGM,
8e. Là, eux, ils passent du statut d'équipe, on va dire, moyenne plus à équipe parmi les grosses, quoi, avec UAE, etc. Hein. Enfin, un peu en dessous, je pense. On parlera des budget, transferts un peu plus tard, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé les allez, transferts pour la saison prochaine. Là, bon, voilà, c'est pas la formation, c'est vraiment du recrutement pour briller tout de suite. Alors là, c'est pour faire mal. Là, se dire, ils rigolaient plus. Là, je pense qu'ils ont dit, c'est bon, on a assez rigolé cette année, c'est bon, c'est fini. On a rigolé de moi sur Netflix pour parler du patron de Decathlon à G2R. C'est ça. Dominique Series. Series, c'est ça? Il me semble que c'est ça, yes, ouais. Oui, c'est ça, Dominique Series. Bon, voilà, on a assez rigolé de moi, donc voilà. C'était pas un tour pour. On termine sur ça. C'était pas une Vuelta pour les sprinters, non. Encore plus avec l'arrivée à Madrid qui a été. Non, bon, c'est rarement. Il y a rarement une Vuelta pour les sprinters. Hein, faut avouer aussi, c'est pas là où je m'attends à avoir des super sprints. Hein. Mais au-delà de ça, si on fait un constat général, c'est quand même une Vuelta qui a été. Après, c'est évidemment l'extra sportif a pris beaucoup de place. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était une Vuelta moyenne. On va dire que c'est pas une Vuelta que je vais retenir dans les prochaines années, je pense. Ouais, à part la victoire de David Gaudu. À part la victoire de David Gaudu, qui m'a fait vibrer. Ça, faut avouer que. Elle est incroyable. On va pas revenir dessus, mais elle est incroyable. Mais je pense que je vais retenir que ça. Peut-être la victoire de Bernal, parce que ça m'a fait plaisir. Mais sinon, le reste, pas grand-chose. Bah moi, ce que je retiendrai de cette Vuelta, malheureusement, c'est une Vuelta marquée par les manifs et par des étapes raccourcies qui est bien triste. C'est le premier grand tour de Vingegaard. Moi, je me dis que Vingegaard, il va s'aligner sur le Giro l'année prochaine pour faire le triptyque, pour le valider avant Tadej Pogacar finalement. Comment ça, c'est le premier grand tour? Non, c'est la première Vuelta, tu veux dire, parce qu'il a déjà gagné 2 fois le tour. Oui, mais je veux dire valider le triptyque avec les 3 grands tours dans oui, sa carrière. T'as dit c'est le premier grand tour de Jonas Vingegaard, je veux dire pardon. Oui, non, je voulais dire c'est le premier à avoir il va être le premier avant Pogacar à réaliser le triptyque, le triplé. Voilà, c'est pour ça. Après, on parlait des sprinters, les étapes au sprint, c'est Ben Turner, doublé de Philipsen, et encore quand Pedersen gagne une étape au sprint, c'est une étape avec des échappées pour Mats Pedersen, donc bon. Voilà, Mats Pedersen qui remporte le maillot vert devant Vingegaard et Philipsen, le maillot à poids Jevine, bon les UAE, voilà, le maillot blanc Richie Theolo, la meilleure équipe. La team UAE, bon, une Vuelta bien triste, on l'a quand même débriefé, il y a quand même pas mal à dire. On va se retrouver dans quelques jours pour parler des championnats du monde. Il y aura quand même pas mal à dire sur les championnats du monde, même s'il y a un grand favori qui se dégage. Mais on a la validation de la nomination, en tout cas de la sélection de Paul Sexas, donc qui doublera, on le sait là aussi, et même qui triplera sur les championnats du monde parce qu'il fera le chrono mixte par équipe. Effectivement, et puis donc quand tu parlais du grand favori, c'est Paul Sexas, c'est ça? Exactement, Paul Sexas. D'ailleurs, quand Thomas Vauclair était invité de Bistro Vélo sur Eurosport et HBO Max, il disait moi je veux pas m'occuper de savoir si Sexas etc. Il est bon, je le prends, je vais pas le cramer sur les courses d'un jour, tu vois, je pourrais être sélectionneur de l'équipe de France. Ah bien. Après Thomas Vauclair, quand il va arrêter, qu'il va reprendre de l'équipe Total Energy, tu pourras le faire. Ouais, mais je vais dire Thomas, moi j'ai brillé sur Pro Cycling Manager, il faut me prendre. Appelle Guillaume. Call me, Thomas. Bon, écoute, FP, un grand merci d'avoir été avec moi. Pas de soucis. On se retrouve très rapidement parce que il y a les championnats du monde qui arrivent au Rwanda. Enfin, ça va être la fête du vélo au Rwanda. Effectivement, très vite dans Vélo Podcast. Ciao à tous. Ciao à tous. On rappelle les plateformes FP très rapidement. Oui, sur Deezer, Spotify. Alors sur Deezer, on a eu des problèmes visiblement. En tout cas, certains auditeurs ont eu des difficultés à nous écouter. Ouais. Alors désolé, nous on n'a pas eu de problème de notre côté, mais de vous de votre côté, faut nous le dire encore s'il y a des problèmes. N'hésitez pas. Effectivement, n'hésitez pas dans les commentaires. Et donc sur Apple Podcast, Podcast Addict et sur YouTube évidemment. N'hésitez pas à commenter ou à mettre des étoiles ou des pouces en l'air. Ça nous aide évidemment pour le référencement. Encore merci d'être aussi nombreux à nous écouter sur Vélo Podcast. Arrivederci. Ah non, c'est pas l'espagnol. Bon, à plus dans Vélo Podcast. C'est plutôt adios. Adios amigos.